En 2022, plus de 60% des abonnés Netflix ont au moins regardé une série coréenne. Et avec des succès comme Squid Game, Le Dernier Train pour Busan ou encore Parasite, il est clair que la Corée a su s'imposer sur nos écrans. Mais comment ce petit pays d'Asie est-il devenu un géant culturel mondial au point de rivaliser avec Hollywood? Que ce soit au cinéma, dans les dramas ou même à travers la K-pop, la Corée est partout. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment ce phénomène s'est imposé sur nos écrans et pourquoi tout le monde en parle. Installez-vous confortablement, c'est parti. Dès 1950, la Corée plonge dans la guerre. La guerre de Corée, qui dure de 1950 à 1953, laisse le pays dévasté, fragilisé et fracturé. Mais dans ce contexte de reconstruction, naît des cendres l'art coréen. Avant la guerre, le cinéma coréen n'existait que par la tutelle du Japon. Les films sont réalisés par des Japonais et tournés en japonais. Elle sert essentiellement à la propagande. Cette façon de faire servira pendant la guerre de Corée de 1950 à 1953. Des réalisateurs de la Corée du Sud se serviront de l'art du cinéma avec l'aide des Américains pour gagner la guerre de la communication. La Corée du Nord tentera tant bien que mal de faire pareil, mais l'échec sera cuisant et la Corée du Sud gagnera son indépendance. Au lendemain de la guerre, le gouvernement qui en émergera levera dès 1954 toutes les règles et étaux qui empêchaient le cinéma coréen d'exister. Dorénavant, c'est le ministère de l'Éducation et non plus celui de la Défense qui aura la responsabilité de cet art. Cela a tout changé. Abolition des impôts sur les billets de cinéma, sur les productions, ouverture des départements de cinéma dans les universités, et en 1956, construction du plus grand studio d'Asie à Séoul. Les Américains leur apprennent à produire, scénariser et tourner. De grands réalisateurs coréens font leur apparition dans les années 60-70. Certains auront même l'honneur d'aller dans des festivals étrangers comme celui de Berlin, Sydney ou San Francisco. Les premières stars du cinéma font leur apparition. Les scénaristes, réalisateurs et acteurs sont admiré dans tout le pays. Le cinéma coréen, avec tous ses investissements, pouvait rêver grand. Toutes les portes lui étaient ouvertes, le succès allait être au rendez-vous. Mais tout ne se passera pas comme prévu. De 1953 à 1961, le cinéma coréen était libre. Ils pouvaient désormais commencer à diffuser leur art dans le monde entier. Le gouvernement coréen est renversé par l'armée. Le nouveau chef d'État stoppa net toutes ces avancées. Le cinéma passe sous la tutelle du ministère de l'Information et redevient une arme de propagande. Une politique de culture de masse fit son apparition pour la première fois. L'organisation du cinéma doit changer. Les studios vont devoir, dès 1962, produire énormément de films, peu importe leur qualité. Le quota à l'importation fit son apparition. Pour qu'un cinéma coréen puisse diffuser un film étranger, 3 films coréens devront être diffusés dans les cinémas. Les plus petits studios de production se sont réunis pour pouvoir tenir financièrement ce quota de films annuel. Ceux qui n'ont pas réussi à tenir le rythme de 15 films par an ont dû mettre la clé sous la porte. En 1963, le nombre de studios de production est passé de 77 à 6. La raison d'être de cette mesure était que le succès sur les marchés cinématographiques étrangers exigeait de grandes entreprises pour pouvoir produire des films de qualité selon le gouvernement. Dès 1970, tous les films doivent passer devant une commission d'État pour avoir le droit d'être diffusés. Seuls les films pro-gouvernement auront le droit d'être envoyés dans les cinémas. Sont considérés comme pro-gouvernementaux les films qui critiquent le communisme de la Corée du Nord ou qui louent les militaires ayant résisté à l'occupation japonaise. Parallèlement à ces films politiques, le gouvernement favorise l'essor des films de genre. Oubliant la qualité, ces films ont pour seul but de faire du profit. Pour attirer le spectateur, les sujets mis en avant sont essentiellement le sexe et le sport. Autrement dit, les films mélodramatiques, les émissions sportives et patriotiques se multiplient. Le cinéma se dégrade et parallèlement à l'arrivée de la télévision dans les foyers, les Coréens fuient les salles et restent chez eux. Si avant 1970, le seul moyen de se divertir était de se déplacer au cinéma, dès à présent, les Coréens peuvent rester à la maison. Le cinéma coréen est en déclin. Le cinéma coréen ne fonctionne plus. Le cinéma coréen n'attire plus. Il faut désormais 13 films coréens pour attirer le même nombre de spectateurs pour un seul film étranger,
en 1975. Le cinéma coréen, même en déclin, résiste toujours au cinéma étranger. Grâce aux quotas d'importation, mais également grâce à certains réalisateurs qui arrivent tout de même à sortir du lot. De l'autre côté de la frontière, le cinéma peine à apparaître et à s'imposer. La rivalité culturelle entre les deux Corées s'intensifie. Les deux aiment l'art cinématographique, l'un a réussi, mais l'autre peine toujours à s'imposer. Shin Sung-ok et Choi Woo-hee sont pour l'un un réalisateur reconnu en Corée du Sud et pour l'autre une actrice et une future réalisatrice. Ces noms deviennent une obsession pour Kim Jong-il, le dictateur de la Corée du Nord. En 1978, Choi Woo-hee fut enlevé dans l'espoir d'attirer son ex-mari. 6 mois plus tard, Shin Sung-ok, à la recherche de son ex-femme, fut également enlevé. Ce réalisateur n'était pas choisi au hasard. La Corée du Nord voulait s'imposer dans l'art cinématographique. Kim Jong-il veut mettre à profit le savoir-faire de Shin So-ok pour rivaliser avec Hollywood et mettre en avant la Corée du Nord. Il veut l'utiliser pour faire des films de propagande. Le cinéma n'est plus utilisé comme un simple film de propagande dorénavant, mais vraiment comme une arme de guerre à part entière. Parmi ses œuvres, le dernier, le plus cher et le plus célèbre produit fut Pulkasari, sorti en 1985. Ce film de monstre, inspiré par Godzilla, destiné à impressionner les spectateurs et à prouver la capacité de la Corée du Nord à produire des blockbusters, reste un témoignage fort de cette période sombre et paradoxale où le talent artistique était exploité à des fins politiques. Après avoir terminé Pulkasari, les deux captifs discutent avec Kim Jong-il d'un autre film lors de leur voyage à Vienne en 1986. Le New York Times publie un article le 22 mars de cette année annonçant que le couple s'est échappé de ses gardiens nord-coréens et a demandé l'asile politique à l'ambassade des États-Unis. La Corée du Nord rejette toutes les allégations d'enlèvement de Shin Sok-od et de Choi Woo-hee. Il dénonce même que le couple s'est introduit en Corée du Nord volontairement et a volé de l'argent nord-coréen. L'affaire Shin So-ok est clairement l'affaire qui a fait exploser la Corée du Sud au grand public. Elle a bouleversé le monde du cinéma. Pour le cinéma coréen, cela a prouvé que Kim Jong-il voulait utiliser le cinéma comme une arme de guerre, une arme de propagande. Que le cinéma n'était pas un simple outil. Il voulait, grâce à ça, légitimer son pouvoir. Pour le cinéma international, l'enlèvement de Shin Sung-ok et de Choi Woo-hee a suscité l'intérêt pour le cinéma coréen. Cela a permis l'essor de la vague coréenne. Elle a permis à contribuer l'influence mondiale qu'a le cinéma coréen. Cet épisode dramatique a relancé le cinéma coréen. L'histoire du cinéma coréen a été marquée par des hauts et des bas. Après des décennies de censure, de propagande et de contrôle, un tournant décisif s'opère en 1986. Sous la pression des producteurs, des citoyens et des investisseurs étrangers, la Corée du Sud met fin aux quotas restrictifs et assouplit la censure. Avec une économie en pleine croissance, le pays est désormais en mesure d'investir dans sa culture. Le gouvernement commence à subventionner le cinéma, boostant considérablement la qualité des productions. Mais ce qui va vraiment propulser le cinéma coréen, c'est l'arrivée d'une nouvelle génération de réalisateurs. Fini les productions de masse sans âme. Les années 90 et 2000 voient émerger un cinéma coréen audacieux, porté par des réalisateurs comme Park Chan-wook, qui a réalisé Oldboy, Bong Joon-ho pour Memories of Murder, ou encore Kim Ji-won, J'ai rencontré le diable. C'est avec ces bases solides que le cinéma coréen repart à la conquête du monde. Grâce aux subventions, de véritables blockbusters voient le jour, comme Shiri en 2001, un film d'action qui explose le box-office. Puis les succès s'enchaînent. Dernier train pour Busan en 2016 devient un phénomène mondial. And the Oscar goes to Parasite. 3 ans plus tard, Parasite marque l'histoire en devenant le premier film non anglophone à remporter l'Oscar du meilleur film. Un sacre qui consacre définitivement la Corée du Sud comme une puissance cinématographique mondiale. Maintenant que l'on sait que la Corée a voulu mettre l'art cinématographique en avant, comment les séries coréennes ont-elles pu s'imposer? Certains pays ont tenté la même chose. On a vu que la Corée du Nord avait échoué, et même la France, qui subventionne le cinéma, n'y arrive pas. Pendant longtemps, les dramas coréens étaient confinés à l'Asie de l'Est. Mais tout change avec l'essor de la K-pop et du tourisme, et surtout de Netflix. D'abord portée par une niche de passionnés, la vague coréenne explose en Europe.
avec des séries comme Squid Game, All of Us Are Dead ou Sweet Home. Une curiosité même chez les personnes qui ne s'étaient jamais attardées sur l'Asie et la Corée du Sud. Les dramas coréens, dits les K-dramas, ont commencé à avoir le soutien de Netflix qui a subventionné des suites, d'autres séries coréennes et même du doublage français sur des séries moins connues. Mais pourquoi les K-dramas marchent-ils si bien? Les séries coréennes s'apparentent à un exutoire dans cette société où on ne peut pas laisser percevoir ses émotions. On ne peut pas directement réagir. Il faut toujours tout intérioriser. Les K-dramas sont l'occasion d'extérioriser tout ce qui est refoulé dans une société lisse et contrôlée. Les sentiments de tristesse, de joie, de colère, de doute, tout ce qu'une personne peut ressentir est représenté à l'écran. Qui n'a jamais voulu crier de colère, s'effondrer en larmes, que ce soit de tristesse ou de joie? Les K-dramas le font pour nous. Ils nous permettent de vivre des moments de joie intenses, des drames déchirants, des trahisons poignantes. Pour nous faire ressentir toutes ces émotions, les K-dramas utilisent des thèmes de tous les jours. On les voit très bien dans la série Squid Game ou même All of Us Are Dead, qui sont principalement destinés à l'Europe. On le voit également dans des séries comme The Pentus ou The Glory qui sont destinées à l'Asie de l'Est et qui ont quand même réussi à s'imposer sur Netflix. Prenez Squid Game. Au-delà du jeu de survie, c'est l'histoire d'un homme prêt à tout pour sauver sa famille. Un récit de sacrifice, d'amitié et de trahison. On se souvient tous de Kang Sae-byeok, la joueuse numéro 67, et du sacrifice de son ami. Un moment qui a brisé le cœur de millions de spectateurs. Que ce soit dans les thrillers, les romances, les séries d'action ou les séries à suspense, les thèmes utilisés dans les K-dramas sont des thèmes qui nous touchent. Les K-dramas utilisent des thèmes universels, que ce soit l'amour, l'amitié, la famille. Ces thèmes universels, combinés à une narration soignée et à une mise en scène souvent esthétique et touchante, permettent aux K-dramas de transcender les barrières culturelles. Ils offrent des histoires qui résonnent. Ils abordent des émotions et des dilemmes que chacun peut reconnaître dans sa propre vie. L'essor du cinéma coréen, que l'on connaît aujourd'hui, ne s'est pas fait en un jour. Il est le résultat d'une histoire cinématographique entre conflits politiques, censure et surtout résilience artistique. Descendre de la guerre de Corée à l'explosion internationale des K-dramas, chaque étape a contribué à façonner une industrie où l'émotion, l'esthétique et le storytelling sont au cœur des récits. Le cinéma coréen a d'abord été un outil de propagande puis un moyen de survie face aux restrictions gouvernementales, avant de devenir une arme culturelle capable de rivaliser avec Hollywood. L'enlèvement de Shin Sang-ok a même révélé à quel point le cinéma était considéré comme un enjeu stratégique majeur par les deux Corées. Aujourd'hui, les K-dramas reprennent cet héritage. Ils ne sont pas seulement des produits de divertissement, ils sont le témoin passé des combats, des thèmes universels qui touchent chacun d'entre nous et d'une émancipation artistique. Elles marquent des décennies de lutte et de résilience. Si les K-dramas sont capables de nous faire rire, pleurer, frissonner, c'est parce qu'ils portent en eux l'âme d'une industrie qui a toujours su se réinventer. La Corée du Sud a su transformer son histoire en une force culturelle puissante. Elle continue aujourd'hui d'inspirer le monde entier. Et vous ? Quel K-drama vous a le plus marqué? N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner et je vous dis ciao.